Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir à la Société de Géographie pour assister à cette conférence qui va donc nous emmener sur les routes des paysages vitivinicoles, des vins de Porto et du Douro. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de débuter cette conférence dans ce magnifique amphithéâtre, j'aimerais plus particulièrement remercier Micheline Autia, bien sûr, pour sa présentation et surtout pour sa proposition de conférence, vous l'avez bien compris, qui sera suivie d'une dégustation. Alors j'ai en effet ce grand privilège de clore le cycle 2023 de nos conférences et une nouvelle fois d'aborder également la thématique du Portugal dans une manifestation qui est organisée par la Société de Géographie. En effet, l'an dernier, à cette même période de l'année, notre cher président, Jean-Robert Pitt, ici présent, et non moins cher secrétaire général, Jacques González, m'avait proposé de remplacer au pied levé l'ambassadeur d'Égypte en France pour un déjeuner débat au Sénat. Alors j'avais été intrigué, séduit un petit peu aussi par la proposition, et puis j'avais traité alors du Portugal envisagé entre Atlantique et Europe. C'était le 9 décembre 2022. Et je vais donc commencer à penser fort logiquement que le mois de décembre va peut-être progressivement devenir le mois du Portugal à la Société de Géographie, ce qui ne serait pas d'ailleurs pour me déplaire. Voilà, je laisse éventuellement les amis du conseil d'administration y réfléchir. Alors lorsque j'évoque que je suis géographe au sein du monde universitaire ou non, je dirais que ça fait pas forcément peut-être toujours rêver, même si vous en conviendrez, tous cela devrait. La géographie, c'est en effet une très belle discipline, une merveilleuse discipline, dont le cœur de métier, c'est d'étudier l'appropriation de l'espace par les individus, par les sociétés, de comprendre pourquoi les choses sont là et pas ailleurs. Toujours est-il que quand je précise que je travaille sur le vin de Porto, alors cette géographie, elle apparaît tout de suite un petit peu plus séduisante aux yeux de mes interlocuteurs. Alors ils ont sans doute en tête les perspectives de dégustation, ainsi que les propriétés euphorisantes du vin qui en font une boisson associée à la fête. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que travailler sur cette géographie liquide portugaise, comme le dirait peut-être si bien Eric Orsena, c'est un beau sujet de recherche. Et pas seulement du point de vue des perspectives scientifiques que cela m'a permis de dégager. Lors de ma thèse, j'ai en effet fait de très belles rencontres, parcouru de très beaux paysages, comme vous pouvez les voir à l'écran, et dégusté d'excellents produits de terroir. Donc ce soir, bien sûr, vous verrez de beaux clichés de la vallée du Douro, de beaux clichés de la ville de Porto, de Villanova de Gaia, mais vous aurez également la chance de déguster de bons Porto qui ont été généreusement offerts par la maison de négoce Ramos Pinto et le groupe Grand Vignoche. Donc permettez-moi ici, au préalable, de remercier Georges Dias et Georges Rosas, qui président respectivement le groupe Grand Vignos et la maison de négoce Ramos Pinto. Je remercie également mon collègue et ami, le professeur Fernando Bianchi de Aguiar, avec qui j'ai eu de passionnantes discussions durant ma thèse et qui joue toujours un rôle actif dans les diverses dégustations que je propose. Et puis, comme on est dans la phase des remerciements, j'ai aussi une pensée amicale pour les professeurs qui ont encadré ma thèse, Hélène Velasco-Gracier et Louis Marou. Et puis, je n'oublie pas non plus notre chère Sylvie Rivet, directrice générale de la Société de Géographie, qui contribue sans relâche au bon fonctionnement de notre institution et qui nous aidera encore ce soir pour la dégustation de Porto. Et puis j'arrêterai là ensuite pour les remerciements. Merci à Jean-Luc Schilling aussi, notre trésorier, qui m'a laissé, on va dire, plus ou moins carte blanche pour les accords Mévin en termes de budget. Alors prenons donc la route des vins de Porto et du Douro. Ces deux vins, ce sont des vins qui sont produits dans ce qu'on appelle la région délimitée du Douro, au nord du Portugal. Et à l'écran, ici, vous avez une photographie de la Quinta do Ventozelo qui a été prise ici par le photographe Rui Pires en avril 2009. On est ici à un peu moins d'une dizaine de kilomètres au sud-est de Pinhão. Au niveau d'Hervedosa do Douro, on est en rive gauche du fleuve Douro. Alors le vin de Porto, c'est un vin généreux, ou autrement dit un vin muté par adjonction d'eau de vie au cours du processus de vinification. Ce vin, il a été historiquement consommé par les Anglais, qui ont amplement contribué à sa renommée à l'international et depuis des siècles, il faut dire, le vin de Porto connaît un très grand succès à l'exportation. Les vins du Douro, ils renvoient aux autres vins de la région. Ils vont comprendre des vins tranquilles, avec ou sans appellation d'origine, mais aussi des vins mousseux,
et des vins généreux, je pense notamment au moscatel, au muscat du Douro. Ces vins sont peut-être moins connus que les vins de Porto, mais ils se portent relativement bien aujourd'hui, on le verra ce soir. Alors j'ai opté pour le titre de cette conférence pour le choix du terme de route. Plusieurs raisons à ce choix. Alors tout d'abord, on va faire un voyage ensemble durant une petite heure au monde des vins de Porto et du Douro, et donc, en quelque sorte, prendre la route ensemble. Durant ce voyage, il va être question de route matérielle, de route commerciale, de route des vins, de sentiers aussi touristiques qui vont pouvoir être articulés autour de vignobles, autour des vins, mais aussi de la gastronomie ou encore de l'environnement. Puis on abordera également la question des impacts territoriaux, des changements de route qui se sont opérés dans le cadre de la mondialisation. Et enfin, à l'issue de la conférence, je vous proposerai un petit itinéraire œnogastronomique dont je vais vous parler déjà pendant cette conférence autour de quelques accords, mais vins de Porto. Donc ça sera en quelque sorte le moment des routes du plaisir. Alors en bon pédagogue, il me faut préciser le sens du terme de paysage avant d'aller plus loin, et pour ce faire, je vais me baser sur la définition qu'en donne Jean-Robert Pitt dans son Histoire du paysage français. À savoir, donc je le cite, il me dira si c'est exact, le paysage, c'est l'expression observable par les sens à la surface de la Terre de la combinaison entre la nature, les techniques et la culture des hommes. Donc le paysage, on le comprend à travers cette définition, il doit être appréhendé nécessairement de manière dynamique, de manière évolutive. Et les paysages vitivinicoles que je vais vous présenter ce soir, ils sont ainsi envisagés à la fois comme le cadre de vie des habitants qui vont les pratiquer, qui vont les façonner au quotidien, mais aussi comme de véritables ressources susceptibles de porter un développement territorial. Alors pour cette conférence, j'ai prévu deux moments principaux. Dans un premier temps, je vais consacrer à une sorte de présentation générale des vins de Porto et du Douro. Je vais poser la question des territoires, des acteurs, de quel paysage parle-t-on, comment les expliquer. Et puis je questionnerai aussi, dans un second temps, les impacts de la mondialisation sur les paysages vitivinicoles, donc sur les sociétés. Ensuite, je répondrai bien volontiers à vos questions, et puis nous pourrons bien sûr, lors de la dégustation de vin de Porto, continuer les échanges. Donc allons nous perdre sur ces différentes routes des vins et des vignobles du Douro. Vous avez ici, sur la carte de gauche, le bassin versant du Douro, en orange. On voit que celui-ci s'étend bien au-delà du Portugal, va jusqu'en Espagne, et que, ce qu'on voit sur la carte de droite, on a plusieurs vins avec appellation d'origine contrôlée qui y sont produits. On a près d'une vingtaine, et dont notamment au Portugal, entre autres, les célèbres vins de Porto et du Douro, mais aussi le Vinho Verde, le vin vert, qui est aussi en quelque sorte l'autre vin de Porto. Alors comme le montre à présent cette nouvelle carte, le vin de Porto n'est pas produit aux abords immédiats de la ville de Porto. En effet, la région délimitée du Douro, qui est la première région qui a été délimitée, réglementée au monde en 1756 par le marquis de Pombal, débute à une centaine de kilomètres à l'est de Porto et s'étend jusqu'à l'Espagne. On est ici sur une surface de 250 000 hectares, dont un peu moins de 50 000 hectares sont en vigne. Ce vignoble, il est séparé de Porto par une chaîne de montagnes qui est orientée nord-sud, qu'on appelle la Serra do Marão, et qui a pour effet d'arrêter les perturbations atlantiques et de faire de la vallée du Douro un couloir de sécheresse et de chaleur qui est fort propice à la culture de la vigne. En matière de terrain, on est ici sur du schiste, principalement, et le vignoble est organisé en de multiples terrasses avec des paysages assez spectaculaires. Point fondamental à avoir en tête, jusqu'en 1986, qui est la date de l'entrée du Portugal dans l'Europe institutionnelle, la CE, les vins de Porto devaient impérativement vieillir à Vila Nova de Gaia, commune qui est située en rive gauche du fleuve Douro, face à Porto. La région du Haut-Douro viticole, qui est le terroir donc des vins de Porto et du Douro, elle a aussi été inscrite le 16 décembre 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que paysage culturel, évolutif et vivant. Ce vignoble est alors le 5e vignoble au monde à bénéficier de ce statut, après 4 autres vignobles européens, les Cinque Terre,
une partie du vignoble bordelais avec Saint-Émilion, du vignoble du Val-de-Loire et aussi le vignoble autrichien de la Varao. Ce vignoble, c'est un vignoble de montagne qui se caractérise par de nombreuses terrasses, dont vous avez ici un bon aperçu avec celle de la Quinta de Ventoselo. Et en termes d'hectares, les surfaces qui ont été inscrites au patrimoine mondial sont assez inédites pour un vignoble. C'est près de 25 000 hectares. Et au total, en comptant la zone tampon, on est sur 250 000 hectares. L'étude de quelques statistiques peut permettre de montrer que les surfaces en vigne les plus importantes, elles se situent en fait dans la partie centrale de la région délimitée du Douro, au niveau du Simacorgo. On voit que dans cette zone, on a plus de 20 000 hectares. C'est là aussi que l'on produit le plus de vin, notamment de Porto. Et au niveau des exploitations viticoles, vous voyez qu'on est sur un peu moins de 20 000 exploitations aujourd'hui, avec une surface moyenne pour une parcelle de vigne assez faible, moins d'un demi-hectare. La vigne, elle est arrivée dans le Douro avec les Romains. Et ensuite, elle s'est beaucoup développée avec les moines cisterciens. Là, on est ensuite au XIIe siècle. La photographie que je vous présente ici date des années 40. Elle montre des alignements de tonneaux de Porto sur les quais de Villanova de Gaia. Et ces tonneaux sont la propriété, en grande partie, de la maison Sandeman. Et on voit qu'ils sont prêts à être chargés sur des bateaux à destination essentiellement du marché anglais. Vous l'avez compris, comme en Bordelais, l'initiative anglaise a été déterminante afin de faire émerger les territoires de ce qui allait devenir par la suite ce grand vin de qualité qu'est le Porto. C'est en effet sous l'impulsion des marchands anglais qui vinrent s'installer à Porto dans la seconde moitié du XVIIe siècle que la région viticole du Douro va concrètement prendre son essor. Alors les raisons de cette installation, elles sont avant tout politico-économiques, je dirais, et également de nature géopolitique. Alors politico-économique, en fait, on a la mise en place d'une stratégie qui vise à organiser la redistribution européenne des produits en provenance du Nouveau Monde à partir des principaux ports portugais, dans le contexte de la renaissance d'un empire portugais indépendant de l'Espagne à partir des années 1640. Donc ça ne permettait donc plus d'intervenir en territoire brésilien, d'où un certain nombre de traités de commerce qui ont été signés entre l'Angleterre et le Portugal en 1642 par exemple, ou encore en 1654. En termes géopolitiques, il s'agissait pour les Anglais de sécuriser leur approvisionnement en vin, dans le contexte des conflits larvés, finalement, entre l'Angleterre et la France, qui marquent la fin du règne de Louis XIV. D'où la réorganisation des routes commerciales, cette fois-ci, et la signature d'un célèbre traité, le traité de Methuen, en 1703, qui est signé entre le Portugal et l'Angleterre. Alors ce traité, il va favoriser grandement les exportations de Porto à destination de l'Angleterre, en échange d'accords sur le textile qui étaient favorables aux Anglais. Et c'est très facile à comprendre. En fait, les droits de douane qui frappaient les vins portugais à leur arrivée dans les ports anglais, ils ne devaient pas dépasser les 2/3 de ceux qui étaient payés par les vins français. Donc ça a permis d'éliminer, en tout cas de réduire la concurrence. Et par la suite, les Portugais, ils ont vite compris l'intérêt de délimiter et de réglementer le Douro viticole pour satisfaire les palais anglais. Après avoir été quasiment l'unique marché mondial du Porto, de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, le marché de consommation anglais est encore, on le voit avec cette carte-ci, aujourd'hui l'un des grands marchés de ce vin généreux. Cette carte, alors elle date de 2020 et elle montre que, en termes de géographie de la commercialisation, le marché anglais est encore en 4e position. Mais il n'est plus sur le podium. Il est passé derrière la France, le Portugal et les Pays-Bas. Et si on réactualisait cette carte, il serait même en 5e position, avec la croissance du marché belge. Cette carte, elle montre aussi que le Porto est désormais consommé sur tous les continents. Alors, quelques jalons de chronologie pour comprendre cette carte sont nécessaires à mon sens. Au XIXe siècle, vous avez une diversification des marchés, sous l'effet de la mondialisation britannique. Vous avez à cette période aussi l'essor du marché brésilien, qui est une ancienne colonie portugaise, et des marchés européens qui sont assez dynamiques. Et dans la seconde moitié du XXe siècle, vous allez avoir 3 changements majeurs
la percée du marché français, l'émergence et la consolidation du marché portugais, et puis la croissance soutenue des marchés européens, traditionnellement consommateurs de bière, les marchés belges, luxembourgeois et néerlandais. Sur cette carte, on voit aussi que l'Afrique, elle tend à s'intégrer, alors certes modestement, mais à s'intégrer tout de même à cette planète des consommateurs de Porto. Et symbole de ce processus de mondialisation, les pays africains qui consomment du Porto sont quasi exclusivement, ceux disposant d'une façade littorale. On voit que les Émirats arabes unis, qui ne cessent de multiplier les investissements sur leur territoire au sein de différents pays pour s'intégrer à la mondialisation, sont aussi bien présents dans cette géographie de la consommation. Alors que pourtant, on a les 3/4 de leur population qui est musulmane et que la consommation d'alcool y est encadrée. Toutefois, si le Porto est consommé dans près d'une centaine de pays au monde, cette géographie de la commercialisation montre aussi qu'on a une très forte concentration au niveau de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Quelques chiffres pour illustrer cette idée. Les 10 premiers marchés mondiaux, qui sont tous européens et nord-américains, ils représentent environ 90% de la commercialisation en volume et en valeur. Et si on se penche maintenant sur les 5 premiers marchés mondiaux, cette fois ils sont exclusivement européens, ils représentent les 3/4 des volumes commercialisés de Porto. Dans l'ordre, il s'agit des marchés français, portugais, belges, hollandais et britanniques. Alors les Français, ils sont en réalité les premiers consommateurs au monde de Porto depuis assez longtemps. C'est en effet en 1963 que la France va détrôner l'historique client du vin de Porto, à savoir l'Angleterre. L'an dernier, en 2022, la France a importé plus de 180 000 hectolitres de Porto et reste de loin le principal importateur, très loin devant la Belgique et les Pays-Bas. On est sur un peu plus de 70 000 hectolitres pour ces marchés, et devant aussi l'Angleterre, où on a un peu plus de 60 000 hectolitres qui ont été importés. Alors comment expliquer cette forte croissance du marché français ? En fait, à partir des années 50, le marché britannique va baisser de régime et les négociants vont chercher de nouveaux débouchés. Ils vont alors notamment se tourner vers le marché français, qu'ils jugent à fort potentiel pour diverses raisons. La France, c'est un pays développé, à forte tradition vitivinicole, et en plus, qui protège les AOC. C'est aussi la période des 30 Glorieuses, et la population française est d'ailleurs déjà supérieure à 45 millions d'habitants dans les années 60. Et par ailleurs, les années 60, c'est aussi celle des grandes migrations portugaises vers la France. Mais afin de bien comprendre la forte croissance du marché français, au cours du XXe siècle, qui a été tout de même multiplié par 10 entre 1950 et 2000, il faut aussi dire 2 mots de ce que j'ai qualifié la saga Cruise. Alors pour la majorité des Français, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans ce que je vais dire, le Porto c'est avant tout du Porto Cruise. Donc ces bouteilles que j'ai mises à l'écran, elles doivent probablement vous rappeler des souvenirs en dehors de la bouteille peut-être de Tony 130 ans d'âge qui était destinée à fêter les 130 ans de la maison en 2017 et qui avait été vendue plus de 1 500 € la bouteille. Alors 130 ans d'ancienneté pour un négociant, c'est au final assez jeune au monde du Porto. D'autant qu'en réalité, Cruise, c'est pas 1887, c'est 1956. La date de 1887, que l'on peut voir inscrite sur les bouteilles de Porto Cruise, en réalité, elle renvoie à la date de fondation d'une maison de négoce qui a été achetée par le groupe français de vins et spiritueux La Martiniquaise, qui détient Cruise. Et l'ancienneté, c'est bien connu, elle est censée rassurer le consommateur sur la qualité, sur la maison de qualité, en l'occurrence ici, qui vous vend le Porto. Alors plongeons-nous un petit peu plus en détail dans cette géographie et dans cette histoire du Porto Cruise. Jean Caillard, le fondateur du groupe français La Martiniquaise, dans les années 30, en 1934, il importe au départ son vin en vrac et fait l'embouteillage de son Porto à Charenton-le-Pont. Ça, c'est pour la période 1956-1975. À partir de 1975, il va décider d'embouteiller depuis le Portugal
ces Porto et de fonder sa société Grand Crouge. Et pour information, l'embouteillage obligatoire dans l'aire d'appellation ne sera décidé que 20 ans plus tard, en 1995. Et en 2023, Grand Crouge, cette société commerciale de vin, va devenir Grand Vignoche. Et en fait, ce changement de nom, c'est pas simplement un changement sémantique, mais ça vise aussi à montrer que désormais, ce groupe de vins, cette société commerciale de vin, étend désormais son activité du côté du vignoble, du Vigno Verde, des vins verts. Et aujourd'hui, Grand Crouge ou Grand Vignos, c'est le négociant qui exporte le plus de Porto avec la famille Symington, qui contient notamment les marques bien connues comme des marques bien connues de Porto comme Grams. La réussite de Cruz, elle doit beaucoup au marché français. C'est le premier marché au monde, on l'a dit, et le tiers des Porto commercialisés sur ce marché sont des Porto Cruz. Et le succès de Cruz en France, c'est avant tout le choix précoce de la grande distribution qui a été fait par Jean Caillard dès le début des années 60 avec une politique marketing assez offensive basée sur le personnage du Seigneur Cruz. On en a ici un bon exemple avec les affiches de la campagne de 1963 à destination de la grande distribution où on vous indique, c'est l'affiche située en bas à gauche, que vous pouviez gagner votre auteur en Porto si vous rencontriez le Seigneur Cruz dans ce magasin. Alors celui-ci s'invitait aussi dans le métro, dans les journaux, sur les radios, Radio Monte Carlo notamment, sur les plages, pour vous faire gagner des séjours au Portugal ou des bouteilles de Porto. Et à cette époque, début des années 60, la marque Cruz, c'est 1956, elle vient tout juste d'arriver sur le marché. Et le pari de sa diffusion en grande surface, ça prend en fait le contre-pied de la stratégie de ses concurrents qui préfèrent plutôt, eux, se concentrer sur le circuit traditionnel des cafés, des hôtels et des restaurants. Vous avez également à l'écran une autre politique marketing de la Martiniquaise, celle qui est dans la partie centrale avec l'affiche Porto Cruz, pays noir et couleur. C'est une campagne qui est développée depuis le milieu des années 80 et qui est très visible dans l'espace public avec ces affiches colorées qui changent en fonction des saisons. Vous les trouvez notamment sur les abribus parisiens, entre autres. Alors, lors de ma thèse, j'ai notamment mené des enquêtes pour cerner le profil des consommateurs français. Et ce que ça m'a permis de révéler, c'est que le Porto, en France, ce que je pressentais tout de même, il est majoritairement consommé en apéritif et surtout que la plupart des Français ne savent finalement pas véritablement ce qu'ils boivent comme Porto et considèrent pour beaucoup ce vin comme un vin cuit, ce qui d'ailleurs n'est pas. Alors certes, lorsqu'on regarde les statistiques, la France arrive aussi en tête au niveau de la valeur des volumes qui sont commercialisés. Pour autant, et paradoxalement, pour un grand pays vitivinicole comme la France, sur le marché français ne circulent au final que de très rares bouteilles de Porto de grande qualité qui partent notamment sur les marchés britanniques et nord-américains. Et si l'on regarde le classement de la commercialisation en valeur, rapporté au nombre d'hectolitres, la France arrive alors sur le podium, mais en partant par la fin, on est quasiment en dernière position, on est juste devant le Cap-Vert et la Pologne. Et pourtant, on ne peut pas reprocher à l'Institut des vins du Douro et de Porto, qui est l'entité qui contrôle le secteur et qui impulse les orientations de la filière, de ne pas avoir œuvré pour faire accéder le Porto de qualité à la table des Français. Dans les années 90, par exemple, l'Institut avait travaillé avec les grands chefs français. Début des années 2000, un partenariat a été signé avec les lycées hôteliers français. Et depuis le milieu des années 2010, vous avez des sommets du Porto qui se tiennent à Paris, au Mandarin oriental. Alors ce que je vous propose ce soir, à l'issue de la conférence, vous l'avez compris, c'est ainsi de déguster des vins de Porto que l'on accompagnera notamment avec des produits issus des terroirs français et portugais. Remarque importante, pour ceux qui conduisent notamment, le Porto c'est un vin généreux, un vin qui titre à 20 degrés, et ça c'est le résultat de l'arrêt de la fermentation du mou par de l'eau-de-vie vitivinicole. Alors le premier vin que vous dégusterez ce soir, ce sera un Porto blanc sec, 10 ans d'âge, de la maison d'Alva. Alors la bouteille que vous avez ici à l'écran, elle nous laisse déjà percevoir sa belle robe qui est dorée, jaune paille. Ce vin de Porto, c'est un vin d'assemblage,
un vin d'assemblage de lots d'années différentes et de différents terroirs. Alors, sur cette bouteille, vous ne trouverez ainsi aucun cépage de noté. Les cépages utilisés pour le Porto sont d'ailleurs assez peu connus en France. Pour les Portos blancs, c'est par exemple le Rabigato, le Viosigno, le Malvasia. Et pour les Portos rouges, on pourrait retenir, entre autres, le Touriga National ou encore le Touriga Française. Au nez, sur ce premier Porto, vous sentirez notamment des arômes d'agrumes, de la mandarine, de la clémentine. Et en bouche, vous aurez un vin assez équilibré, avec une belle acidité, de la longueur en bouche, et vous retrouverez au niveau des saveurs ces notes d'agrumes, mais aussi des notes de fruits secs, d'amandes, de noisettes. Et ce Porto, nous le marierons avec un fromage de chèvre sec et du jambon cru. Petite remarque, j'ai dit que c'est un Porto blanc sec. Plus l'eau de vie en fait va être ajoutée tôt, plus le Porto sera doux, car une moins grande proportion de sucre se sera transformée en alcool. Et sur un Porto blanc sec, comme celui de la maison d'Alva, on est environ sur 40 grammes par litre de sucre résiduel. Alors ces Portos blancs, c'est une catégorie assez récente, et en tout cas beaucoup plus récente que les Portos rouges qui, eux, datent du XVIIIe siècle. Les négociants, ils ont en réalité commencé à faire du Porto blanc au début du XXe siècle pour concurrencer les RS. C'est pour cette raison qu'il existe d'ailleurs aussi des Portos blancs très secs. Les Portos blancs, ils sont assez rares, c'est à peu près 15% du marché des vins de Porto, et cette catégorie 10 ans d'âge, elle est très récente, elle n'existe même pas depuis une vingtaine d'années. Les deux autres vins que je vous propose de déguster ce soir, ce seront un Late Bottle Vintage 2014 de la Quinta de Ventoselo, ainsi qu'un Tony 10 ans d'âge de la maison Ramos Pinto. Alors je vous en dirai un tout petit peu plus un peu plus tard au cours de la conférence. Il s'agit de ménager le suspense. On dégustera pas ce soir, on peut pas tout faire, d'autres vins du Douro, ce qui ne m'empêche pas pour autant d'analyser la commercialisation de ces autres vins. Alors là, vous avez une carte qui présente les marchés des vins du Douro, cette fois-ci, en 2020, hors Porto. Et ce qu'on remarque, c'est que cette géographie de la commercialisation, elle est très similaire à celle du vin de Porto, avec une forte concentration sur les marchés européens et américains. Mais il y a une différence notable, toutefois, c'est que le Portugal, il absorbe les 2/3 des volumes commercialisés en vin du Douro, alors que le vin de Porto, il s'exporte à plus de 85%. Afin de mesurer l'évolution récente de la commercialisation de ces vins de Porto et du Douro, j'ai réalisé quelques graphiques. Alors le premier graphique que je vous présente, il montre l'évolution de la commercialisation de ces vins en volume sur la période 2000-2022. Alors ce qu'il nous montre, c'est que les vins du Douro sont en pleine croissance, alors que les ventes de Porto sont plutôt sur une pente descendante. Depuis les années 2000 et la chute des exportations de Porto, les vins du Douro sont en réalité imposés pour la plupart des négociants et producteurs embouteilleurs comme des vins stratégiques sur lesquels il faut désormais aussi investir. Le second graphique que je vous présente maintenant, il montre l'évolution de la commercialisation de ces mêmes vins, mais cette fois-ci en valeur, toujours sur la même période. Et ce graphique, il permet de se rendre compte que finalement, le Porto se porte au final relativement bien depuis les débuts des années 2010, si on fait exception bien sûr de l'année 2020, et vous le comprendrez bien, c'est lié à la crise de la Covid-19. Et cela est encore plus vrai lorsque l'on s'intéresse aux évolutions de la commercialisation, cette fois-ci en euros par litre commercialisé, qui fait l'objet là donc de ce graphique que je vous présente. En résumé, si on boit certes moins de Porto aujourd'hui, on en boit donc du meilleur. Et pour les vins du Douro, les autres vins du Douro, le DOC Douro, la dénomination d'origine contrôlée Douro, on en boit plus que par le passé et on en boit également du meilleur. Il a fallu en réalité attendre la fin des années 70 pour qu'un vigneron du Douro, Luis Rosera, que vous avez ici à l'écran, produise ses propres vins de Porto au domaine, à la Quinta do Infantado, à Pinhao, en l'occurrence ici. Officiellement, le statut de producteur embouteilleur, il voit le jour seulement en 1979, et ce n'est qu'à partir de 1986, finalement, que la commercialisation et l'exportation directe des vins de Porto depuis le Douro est autorisée.
Et cette décision, bien évidemment, constitue un tournant majeur pour la région. En résumé, on se rapproche en quelque sorte du terroir et on permet à de nouveaux acteurs, issus notamment du Douro, d'exister aux côtés des négociants. Alors cette quête du terroir, qui débute dès la fin des années 70 et s'accentue dans la seconde moitié des années 80, pour les producteurs embouteilleurs, elle est majoritairement le fait des vignerons du Douro. Mais l'évolution, elle concerne aussi des vignerons étrangers, et notamment des vignerons européens. Citons par exemple, entre autres exemples, le cas du Bourguignon, Vincent Bouchard, qui a décidé d'investir dans le Douro, plus précisément à la Quinta do Tedo, à Folcosa do Douro, dès 1992. Alors cette quête du terroir, elle ne concerne pas seulement les producteurs embouteilleurs, elle concerne aussi les négociants portugais et étrangers. Et de manière très synthétique, on peut distinguer 3 catégories de négociants en fonction de la période et des raisons de l'investissement. Vous avez, pour la première catégorie, tout d'abord des négociants qui ont investi le terroir du Douro dès le début du XXe siècle. C'est le cas notamment de la famille Symington ou de la maison Ramos Pinto. Ces négociants, ils souhaitent renforcer leur emprise foncière au sein du Douro dès le début des années 1960 pour différentes raisons. La volonté d'augmenter par exemple leur production, de contrôler d'autant mieux la qualité de leur vin, la volonté d'apporter une contribution socio-économique, paysagère à la région, ou encore le souhait de développer des activités de recherche sur la vigne et le vin. Par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une forte diminution de la population, notamment dans le Douro à partir des années 1950, et ça fait que les négociants recherchent aussi des quintas qui présentent des terrains relativement favorables à la mécanisation. La deuxième catégorie de négociants, elle regroupe ceux qui ont décidé d'établir principalement, voire exclusivement, leurs activités vitivinicoles au sein du Douro dans les années qui a suivi le décret-loi du 7 mai 1986, et qui font par conséquent le pari de la production du vin de Porto de terroir. C'est le cas de maisons comme Niport, comme Rosès ou encore la Quinta do Noval. Un mot peut-être sur la Quinta do Noval. Le déménagement du siège de la société et des stocks de vin dans le Douro, il a été d'autant plus rapide que une grande partie des chais de Noval, qui étaient situés à Gaïa, ont brûlé dans un incendie au tout début des années 80. Et la troisième catégorie de négociants, elle regroupe enfin ceux qui ont fait très récemment le choix du terroir afin de renforcer leurs activités commerciales et de se positionner sur le marché des vins de Porto de Quinta, de qualité, du fait de l'engouement actuel des consommateurs européens, notamment pour les produits de terroir. Alors c'est notamment le cas de Grand Rouge, qui possède désormais cette très belle Quinta de Ventozelo, qui est sa première et unique Quinta dans le Douro. Avant 2014 et cet investissement, la société n'avait en réalité pas de quinta. Et elle achetait donc en tant que négociant son raisin à des milliers de viticulteurs, comme elle se plaisait finalement souvent à le raconter. Et ces commerciaux, au final, ils étaient relativement ennuyés lorsqu'on leur posait la question, lors des salons du vin français notamment, du terroir. Où est votre terroir? Où est votre quinta? Et là, ils n'en avaient pas, donc il fallait un petit peu qu'ils s'expliquent. Alors de nos jours, grâce à la Quinta de Ventozelo, Grand Rouge vinifie désormais plus de 60% de ses raisins, et il faut dire que Ventozelo, c'est quand même 400 hectares, dont la moitié en vigne. Alors le deuxième vin que vous dégusterez ce soir sera justement un late bottle vintage 2014 de la Quinta do Ventozelo. On est ici sur une seconde catégorie de Porto qui est la catégorie des rubis. Ce sont des vins qui sont en réalité mis en bouteille relativement tôt. Alors pour un late bottle vintage, vous êtes sur une mise en bouteille qui se réalise entre 4 à 6 années après la vendange. Et pour un vintage, qui est le grand cru, on va dire, des Porto, issu d'une vendange jugée exceptionnelle, on est sur une mise en bouteille 2 à 3 années après la vendange. Alors ces vins de Porto Ruby, ils ont au préalable vieilli dans de grands foudres, de 10 à 100 000 litres, et le type de vieillissement donc est de nature réductive. Réductive car il ne permet guère le contact du vin avec l'oxygène. On a donc une évolution du vin beaucoup plus lente, ce qui permet de préserver la fraîcheur des fruits. Alors les vintage et les late bottle vintage, ce sont des vins
millésimés qui vont pouvoir vieillir en bouteille, mais par contre qui devront être bu assez rapidement, après l'ouverture de la bouteille. Pour un late bottle vintage, il ne faut pas la garder plus de, on va dire, 2 à 3 jours. Et pour les vintage, si on les boit en moins de 2 jours, ce n'est pas plus mal. Alors au niveau de la couleur, vous aurez ici un rouge rubis très intense, d'où le nom de ces vins. Au nez, on aura un vin aux arômes fruités avec de très fortes notes de fruits rouges, du cassis, la cerise, framboise, des mûres notamment. Et puis en bouche, on aura un vin assez puissant, assez impactant avec des tanins polis. Et on retrouvera ici des notes de fruits rouges auxquelles s'ajouteront des notes notamment d'arômes torréfiés, de café ou encore de chocolat. Alors pour l'accompagnement choisi, ce soir j'ai opté pour un chocolat noir et un Stilton. Mais sur un LBV, il y a plusieurs options, c'est bientôt les fêtes de Noël et de fin d'année, donc je me permets, plusieurs options peuvent s'offrir à vous, des viandes rouges, du canard aux épices par exemple, des viandes marinées, relevées, du gibier en sauce, les desserts aux fruits rouges, ça passera très bien aussi, ou encore des gâteaux au chocolat et divers desserts chocolatés. Voilà, ça commence à monter la fin. Alors, on va désormais s'intéresser plus en détail aux impacts de la mondialisation sur les territoires du vin de Porto. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous montrer que la mondialisation, elle peut notamment se lire dans les paysages de la vallée du Douro et plus précisément sur les paysages de vignobles en terrasse. Alors, on va prendre tout d'abord l'exemple des pâtes à marèche qui sont quelque chose des plateformes. C'est la photographie et la figure que vous avez ici en haut à droite. Alors, on note ici, au niveau de ces terrasses, l'absence de murets, de schiste, pour soutenir les terrasses. Ces terrasses ont été aménagées à partir des années 70 et on ne peut au final comprendre leur configuration que si l'on a en tête la forte émigration portugaise en France dans les années 60. Ce qui signifie par conséquent moins de main-d'œuvre pour construire les murets de schiste et qui dit moins de main-d'œuvre aussi, une main-d'œuvre potentiellement plus chère. Par ailleurs, la mécanisation est aussi passée par là. Et les terrasses se construisent désormais également au bulldozer. L'érosion ici, elle est limitée, on le voit, par la pratique de l'enherbage entre les rangs de vignes. Et puis, de temps à autre, on peut voir sur ces terrasses la plantation de quelques oliviers pour les stabiliser. Autre exemple, l'aménagement des terrasses qui ont fait suite à la crise phylloxérique, que l'on qualifie localement de Socalcoche post-phylloxéra. Alors ces paysages, vous les avez ici en bas à gauche au niveau de du graphique et de la figure. On est au niveau de la quinta de Foz-Torto. Ces paysages, ils ne peuvent se comprendre que si on prend en compte le fait que, comme dans la majorité des vignobles européens, ce sont sur des cèpes américains que vont être greffés les cépages du Douro. Or, la particularité de ces cèpes était d'être beaucoup plus gourmands en terre que les cépages nord-portugais. Et donc, il a fallu par conséquent réaménager les terrasses. Par conséquent, à partir du dernier quart du XIXe siècle, on voit ainsi s'ériger dans le Douro des paysages de murs droits, rectilignes, qui ressemblent à de véritables forteresses. J'emprunte ici l'expression à un historien spécialiste du Douro, Gaspar Martins Pereira. Et là, on en a un très très bel exemple ici avec ces paysages de vignobles en terrasse de la quinta de Foz-Torto. Alors ces terrasses, elles ont été édifiées par les populations locales de la région, mais également avec une très forte contribution des immigrants galiciens. Les paysages du Douro, ils ne sont toutefois pas uniquement façonnés par les populations de la péninsule ibérique, ni même d'ailleurs uniquement par des acteurs dont l'activité principale correspondrait à l'activité vitivinicole. Vous avez différents investisseurs, notamment français, vous le voyez sur ce tableau, qui ont investi dans le négoce des vins de Porto et du Douro au cours de la seconde moitié du XXe siècle. On a par exemple des maisons de champagne, c'est le cas de Louis Roederer qui va racheter Ramos Pinto en 1990, des grands groupes français internationaux spécialisés dans les domaines des vins et des spiritueux, c'est le cas de la Martiniquaise, on l'a dit, et de l'aventure Porto Cruz qui débute dès 1956. On a des viticulteurs qui vont investir, on l'a vu avec Vincent Bouchard à la Quinta do Tedo en 92, mais aussi des assurances avec AXA et sa branche AXA Millésime qui investit à la Quinta do Noval en 1993. Et puis je citerai encore par exemple les entreprises de la mode enfantine comme le groupe Zanier qui investit en 1991 au niveau de la Quinta do Pessegueiro.
La mondialisation du vignoble, elle se lie aussi dans les innovations technologiques. Et ici, j'aimerais prendre comme exemple la Quinta de Napoleix, qui a été achetée par Dirk Nieport en 1987 pour faire face à la croissance des vins de sa maison de négoce. Alors cette Quinta, elle se situe à Santo Adrião, on est à une quinzaine de kilomètres à l'est de Peço d'Arregua, en rive gauche du Douro. On a ici 30 hectares de vignobles qui s'échelonnent entre 80 et 250 mètres d'altitude. Et ces vignobles, ils servent en fait surtout à réaliser les DOC Douro, donc les dénominations d'origine contrôlée Douro, ainsi que les vins de Porto blanc. L'originalité ici de la Quinta, vous le voyez, elle réside dans son architecture. C'est une Quinta qui est parfaitement intégrée au paysage de la vallée du Douro pour un bâtiment d'une telle ampleur. On est ici sur 5000 m². Et dans la version actuelle de la Quinta de Napoleix, qui date de 2007, les chais ils ont été réalisés en souterrain et leur parcours a été dessiné en escalier par l'architecte autrichien Andreas Burghardt. Ça permet de faire ressortir à l'extérieur un paysage de vignoble en terrasse, en schiste, qui a été végétalisé pour partie et sur lequel, on le voit bien ici, des vignes et des oliviers ont été plantés. En dehors de l'aspect paysager non négligeable, l'avantage d'une telle construction souterraine, c'est également de permettre d'éviter une climatisation trop importante des chais. Il faut dire que dans le Douro, on est sur des températures très fortes en été, et ça permet également de pouvoir utiliser la gravité lors des différentes étapes du processus de vinification. Et puis, une telle réalisation, je dirais, elle est aussi susceptible d'attirer des touristes intéressés par le trinôme vin, architecture du vin, environnement, et donc potentiellement, par le no-tourisme, d'attirer de nouveaux consommateurs. L'obligation de réaliser l'élevage des portos exclusivement dans les chais à Villanova de Gaia, au sein d'un périmètre juridiquement défini durant une très grande partie du XXe siècle, jusqu'en 1986, ça a aussi fortement imprégné le paysage urbain de l'agglomération de Porto jusqu'à nos jours. Ces deux photographies-là le montrent d'ailleurs très bien. On a notamment la photographie du bas, une photographie des chais prise depuis Villanova de Gaia qui montre l'ampleur de l'activité vinicole. Elle s'étire en fait sur une cinquantaine d'hectares à Villanova de Gaia et ça représente environ 5000 emplois. Alors cette spécialisation de Villanova de Gaia dans le vin, elle est en réalité assez ancienne. Elle date du XVIIIe siècle. Alors plusieurs facteurs l'expliquent, en dehors de la proximité d'un port, bien sûr, la disponibilité de l'espace, l'éloignement du centre de Porto afin de réduire les risques en cas d'incendie, de meilleures conditions de conservation du vin, et surtout un moindre coût foncier et une fiscalité relativement avantageuse. Alors les négociants britanniques, ils ont également durablement marqué les paysages urbains par l'adoption de nouveaux styles architecturaux. Je pense notamment, entre autres exemples, au Palais de la Bourse de Porto, qui a été édifié au milieu du XIXe siècle, dans un style néoclassique. Les Britanniques, ils sont aussi à l'origine de la diffusion de nouvelles pratiques culturelles à Porto, pratiques du cricket, du tennis ou encore du football, avec le développement de clubs dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et à plus petite échelle, ils ont aussi façonné, ces Britanniques, le visage de nouveaux quartiers. C'est le cas, par exemple, du quartier de Foz do Douro. On est ici à 5 km à l'ouest du centre-ville de Porto, et on est sur un ancien village de pêcheurs, d'agriculteurs, qui s'est transformé au XIXe siècle avec la pratique des bains de mer et l'installation de plusieurs familles britanniques. Et aujourd'hui, Foz do Douro, c'est un quartier résidentiel très aisé de la ville de Porto, et la digue promenade que vous avez ici à l'écran, construite dans les années 20 entre 1926 et 1930, elle contribue aussi à donner à ce quartier une allure de ville britannique avec ses grandes colonnes blanches. En effet, elle rappelle beaucoup celle de Brighton. Et aujourd'hui encore, les Britanniques jouent un rôle majeur dans la construction de l'espace urbain de l'agglomération de Porto. Je pense notamment à travers le développement de l'œnotourisme. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seuls acteurs à investir dans l'œnotourisme, dans cette activité qui est dédiée à la découverte culturelle de la vigne, du vin et de ses terroirs. Alors les caves de Porto, on peut considérer aujourd'hui qu'elles sont devenues véritablement des territoires œnotouristiques. En 2017, avant la crise sanitaire, donc de la Covid-19,
Les caves de Porto, elles ont en effet accueilli plus d'1 million de touristes, 1,3 million de touristes. On était donc sur des statistiques là d'accueil supérieures aux caves champenoises. À l'échelle des maisons de négoce, on le voit bien sur ces diverses photographies que je vous présente à l'écran, la mondialisation opère également. À titre d'exemple, je vous ai mis ici des clichés qui montrent la réhabilitation des caves de la maison Grahams, réhabilitation qui s'est mise en place en 2013. Et ces opérations de réhabilitation, à mon sens, elles témoignent de manière éloquente du fait que les visites de caves, désormais, elles participent pleinement de la construction du mystère, de la construction de la magie qui entoure la production des grands vins. Ici, on peut voir notamment sur la photographie centrale de la première ligne, les vieux vintage. Ils sont conservés ici précieusement, derrière une grille, qui témoigne donc de leur grande valeur, ça va sans dire. Les chais, qui hier encore étaient relativement sombres, réservés aux maîtres de chais, désormais ils sont mis en lumière. Et puis ils sont au cœur d'un véritable parcours œnoculturel. Et puis le musée, on en a ici aussi une illustration avec ce cliché, il vise à renforcer l'image de sérieux et le caractère authentique de la maison. Et l'activité vinicole, après finalement avoir profondément façonné les paysages urbains de Porto, de Villanova de Gaia, depuis des siècles, elle crée même aujourd'hui de nouveaux paysages, en se servant de l'image du vin de Porto comme label de qualité, à des fins touristiques. L'hôtel Yetman, qui a été inauguré en 2010, à mon sens, il illustre très bien cette idée. On a ici une photographie de cet hôtel, enfin plusieurs photographies de cet hôtel, et on voit notamment une architecture en escalier qui n'est pas sans rappeler le vignoble terrasse finalement du Douro. Et très pratiquement, concrètement, ça vise aussi à permettre l'aménagement de vastes terrasses, de jardins, tout en minimisant l'impact visuel du bâtiment. On est ici dans un hôtel de luxe, où vous le voyez, vous aurez la chance, si vous le souhaitez, de dormir dans de grands foudres. Eh bien, cet hôtel de luxe, il témoigne également du rôle majeur des Anglais dans la mise en œnotourisme de Villanova de Gaia. Parce que cet hôtel, il a été construit par le Flatgate Partnership, qui possède notamment les maisons bien connues de Taylors, ou encore les maisons Fonseca et Croft. Mais le développement de l'œnotourisme à Villanova de Gaia, c'est pas seulement la mise en tourisme des caves, ou encore la création d'hôtels. Tout récemment, en 2020, donc c'est vraiment très récent, Adrian Bridge, il a aussi inauguré The World of Wine, ce qu'il appelle le WOW, ou l'effet waouh, qui est pensé par le patron, donc Adrian Bridge, c'est le patron du Flatgate Partnership, comme un nouveau quartier culturel pour l'agglomération de Porto, qui en fait est un très gros complexe touristique, mais aussi culturel et commercial, qui se situe en contrebas de l'hôtel Yetman. On est ici sur d'anciens chais de Croft et de la maison Taylors. Alors l'investissement, il est colossal, c'est 100 millions d'euros, et The Woo, c'est 7 musées. Alors vous avez un musée, par exemple, du vin, vous avez un musée du liège, vous avez un musée du chocolat, vous avez un musée qui permet de montrer les collections, la collection personnelle d'Adrian Bridge. Vous avez aussi une dizaine de restaurants pour tous les goûts. Vous avez notamment aussi une école du vin. Et les objectifs d'Adrian Bridge, en fait, ils sont multiples. Alors, il souhaite contribuer activement à l'aménagement du territoire de Villanova de Gaia. Il souhaite aussi augmenter la fréquentation touristique à Villanova de Gaia, réduire l'effet de saisonnalité. Et puis, bien évidemment, l'investissement se veut aussi commercial. Vous avez la volonté d'accroître les revenus touristiques de son groupe. Alors, petite précision, le développement de l'œnotourisme à Gaia et plus largement la métropolisation par le vin, elle est aussi favorisée par le fait que les chais, les entrepôts de travail, ils s'éloignent désormais du fleuve et des espaces exigus du centre-ville pour se localiser désormais plus en périphérie, depuis que le Porto, eh bien, au final, il n'arrive plus par bateau, mais par camion. Par ailleurs, les stocks doivent être de plus en plus importants. On pense notamment aux effets de la grande distribution. Et par conséquent, si on s'éloigne des espaces exigus du centre-ville, c'est plus simple. Et donc, on a toute une série d'espaces vinicoles qui sont laissés vacants et qui deviennent autant d'espaces d'opportunités potentiellement à aménager.
Alors cette mise en œnotourisme, et plus largement en tourisme et en loisirs, de Gaïa, elle est toutefois extrêmement récente. Alors vous avez bien sûr certaines caves qui ont ouvert leurs portes dès les années 50, mais surtout essentiellement à leurs clients. Parce que le tourisme, dans la version contemporaine, c'est-à-dire qui va impliquer les caves, mais aussi la municipalité, les professionnels du tourisme, elle date en fait, cette mise en tourisme, que du milieu des années 2000. Et pour les caves, l'orientation vers l'œnotourisme, elle est très clairement à relier à la diminution des exportations depuis le XXIe siècle. Et ça se comprend d'autant mieux que le Porto, on l'a dit, c'est un grand vin d'exportation. Vous avez 4 bouteilles sur 5 qui sont exportées. Alors pour la municipalité de Gaïa, il s'agit aussi d'aménager le centre-ville, d'aménager les berges, pour leur rendre un caractère d'autant plus attractif qu'elles ont connu une vingtaine d'années de perte de population. Ces berges et plus globalement le centre-ville de Vila Nova de Gaïa, perte d'entreprises et on pense aussi à la dégradation du bâti. Cette diapositive, elle permet d'illustrer les évolutions considérables qui se sont opérées depuis les années 2000 en matière d'aménagement d'espaces du tourisme et de loisirs à Vila Nova de Gaïa. On voit notamment que la création d'espaces de promenade, la végétalisation des berges, c'est par exemple 2003. L'inauguration de l'espace Porto Cruz, qui se veut une vitrine pour la marque Cruz, qui est bien moins connue au Portugal qu'en France, c'est seulement 2012. Et on est ici sur un espace œnotouristique qui accueille notamment aussi un restaurant et des salles d'exposition pour les artistes. Donc c'est un espace plus large et pas seulement centré sur la vigne et le vin. En bas à droite, vous avez également une photographie qui montre plusieurs bateaux. Ce sont ce que l'on appelle au Portugal les barcos rabelos, qui sont ici mis en scène pour les touristes par les négociants. Alors en fait, jusqu'aux années 1880, l'acheminement du vin de Porto jusqu'à Vila Nova de Gaïa, il se réalisait sur ces embarcations. Ensuite, l'utilisation du chemin de fer va diminuer leur activité. Et cette activité de transport par voie navigable, elle s'éteindra totalement au milieu des années 1960. Et de nos jours, ces bateaux, les barcos rabelos, ils ne naviguent plus, si ce n'est pour les touristes, ou encore pour la régate annuelle organisée par les négociants depuis le début des années 80. Ici, vous avez en bas à gauche une photographie de la régate 2008 qui avait été remportée par la maison Baroche. Et cette course, elle se déroule chaque année le 24 juin, le jour de la Saint-Jean qui est une grande fête au niveau de la ville de Porto. Alors le cadre, maintenant je l'ai posé en termes d'œnotourisme, en termes de caractère récent de l'œnotourisme, mais il faut maintenant encore insister sur ce rôle majeur des Anglais, plus précisément sur le rôle du Flatgate Partnership dans la mise en œnotourisme de Gaïa. Et pour l'illustrer, je prendrai un exemple en particulier. En 2007, le projet de construction de l'hôtel Yetman, il est présenté à Londres, à la London School of Economics and Political Science, conjointement par le Flatgate Partnership et par la municipalité de Vila Nova de Gaïa. Ça vise clairement à inciter les Britanniques à investir dans le tourisme. Et par conséquent, on peut considérer que les Anglais, finalement, qui ont été pionniers en matière d'investissement dans la filière du vin de Porto, ils ont aussi été les premiers à prendre en quelque sorte le virage de l'œnotourisme moderne et à s'affirmer comme des partenaires indispensables de la vaste opération de réhabilitation, rénovation urbaine de la municipalité de Vila Nova de Gaïa qui se met en place à partir des années 2000. Et les Anglais, rappelons-le aussi, c'est le World of Wine, le monde du vin, réalisé là encore par Adrian Blige et le Flatgate Partnership. Alors, à l'échelle de la vallée du Douro, à présent, l'un des impacts majeurs du processus de mondialisation, c'est bien là aussi le développement de la pratique œnotouristique. Entre 2001 et 2011, la fréquentation touristique a par exemple doublé dans le périmètre du vignoble labellisé UNESCO. On atteint en 2011 150 000 touristes. Et en 2020, dans la région délimitée du Douro, c'est plus de 500 000 touristes. Alors cet œnotourisme,
Il est souvent de très grande qualité, tant chez les négociants que chez les producteurs embouteilleurs. Alors certes, chez certains négociants comme Sandeman, la visite peut prendre un caractère très grand public et commercial, mais elle reste toujours, au final, de qualité du point de vue scientifique. Chez les producteurs embouteilleurs, les visites sont souvent aussi très bien organisées, instructives, même si, il faut le dire, elles ne sont pas systématiques. Vous voyez qu'en 1996, vous avez la route du vin de Porto qui a été créée. Sa création, elle est à mettre en lien avec la mise en place du statut de producteur embouteilleur en 1979 et avec l'autorisation de commercialiser et d'exporter le Porto depuis le Douro en 1986. Et pour les producteurs embouteilleurs, s'investir dans le no-tourisme, c'est donc un moyen aussi de se faire connaître. C'est un moyen de bénéficier de revenus complémentaires. Ça permet de faire des ventes directes de vin. On peut aussi développer l'activité de chambre d'hôtes. Et ainsi, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, à la Quinta do Tedo, en complément de la mise en tourisme des chais en 2011 et de l'ouverture de chambres d'hôtes, Vincent Bouchard et son épouse, ils ont aussi mis en place des parcours pédestres à partir de 2015 et ils ont ouvert leur propre restaurant à partir de 2018. L'activité œnotouristique, c'est aussi une manière pour les négociants de promouvoir leur terroir, ce qu'ils font d'ailleurs eux aussi de plus en plus depuis le début du XXIe siècle, en ouvrant leur quinta aux touristes. Et il faut dire que la fin du XXe siècle, c'est une période propice pour développer l'œnotourisme. Le Portugal se modernise avec l'adhésion à l'Europe et le Douro avait préparé et obtenu en 2001 sa candidature UNESCO. Mais la réalité du Douro, ce n'est pas que le no-tourisme. Si le no-tourisme a plutôt le vent en poupe, si les vins du Douro et de Porto, c'est vrai, se portent relativement bien sur les marchés, on l'a vu, internationaux, mais aussi sur les marchés portugais, je crois qu'il faut aussi, avant de terminer cette conférence, évoquer d'autres facettes du Douro. Alors tout d'abord, malgré la mécanisation qui a aujourd'hui gagné le vignoble et qui améliore bien sûr de manière significative les conditions des travailleurs, ne serait-ce que pour la construction de terrasses, les vendanges se réalisent encore essentiellement à la main et sous des températures relativement chaudes. La question démographique dans le Douro, elle est par ailleurs assez préoccupante. Alors non seulement la région perd des habitants, la population a été divisée par 2 depuis le milieu du XXe siècle, mais la population, elle est aussi vieillissante. 2/3 des viticulteurs ont tout de même plus de 60 ans, ce qui illustre d'ailleurs très bien la photographie de cette dame âgée faisant les vendanges. Et puis surtout, la population de viticulteurs, elle diminue très fortement actuellement. On a moins de 20 000 viticulteurs actuellement dans le Douro, contre encore 40 000 il y a à peine une vingtaine d'années. Donc on a divisé véritablement par 2 cette population de viticulteurs. Autre sujet qui mérite à mon sens d'être mis en évidence, c'est la très forte concentration du marché entre les mains de quelques firmes négociantes très puissantes. Vous avez 5 firmes notamment négociantes très puissantes, Grand Vignoche, je l'ai déjà évoqué, Symington également, vous avez Sograp, le Flatgate Partnership, et Sogevinus, qui détiennent plusieurs marques de vins de Porto. Ces 5 grandes firmes négociantes, c'est plus de 85% des ventes sur le marché, alors que les producteurs embouteilleurs réunis, finalement, ils représentent moins de 2% des ventes du marché. Et quand j'écrivais ma thèse, je me rappelle avoir cherché des éléments de comparaison avec le vignoble champenois. Et j'avais alors trouvé qu'au début des années 2010, la coopérative Nicolas Feuillat, elle avait fait plus ou moins le même chiffre d'affaires que la célèbre maison de champagne Louis Roederer et avait même fait 2 fois mieux que la maison Tétinger. Un autre aspect majeur sur lequel il me semble pertinent d'insister, c'est le fait que le vin de Porto, c'est sans doute l'un des rares vins au monde qu'on puisse encore peut-être qualifier de vin d'État. Comme un symbole, c'est peut-être, si je voulais résumer un petit peu cette idée, c'est le gouvernement portugais qui préside directement à la nomination du président de l'Institut des vins du Douro et de Porto, qui est un institut public de nature interprofessionnelle et qui relève de l'administration de l'État. Autre exemple concret de ce contrôle, l'obtention du statut de négociant, elle nécessite un stock considérable. C'est 1500 hectolitres. Ça, pour avoir une petite idée, c'est environ l'équivalent de 200 000 bouteilles de vin classique de 75 centilitres.
Vous avez aussi une loi, la loi du tiers, qui a été mise en place en 1966, donc on est sous Salazar, et qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui impose aux exportateurs de Porto de ne pas vendre chaque année plus du tiers de leur stock. Et vous l'aurez compris, il faut ainsi avoir les reins très solides au monde des vins de Porto. Autre exemple de ce contrôle, c'est chaque année le conseil interprofessionnel qui est intégré à l'Institut des vins du Douro et de Porto et qui est présidé par son président, qui va établir la quantité de mou qui va pouvoir être mutée à l'eau de vie vitivinicole. C'est ce qu'on appelle, en résumé, le système du bénéficio, le bénéfice, qui fait que tout vin produit dans la région du Douro ne devient pas forcément un Porto. Or, l'écart, vous le voyez ici sur cette diapositive, est de 1 à 6 entre 1 kg de raisin qui est destiné à produire un DOC Douro et 1 kg de raisin qui est destiné à produire du vin de Porto. Donc, ce n'est pas la même chose, la même affaire en termes de rémunération pour les viticulteurs. Alors, avant de conclure, j'aimerais terminer par quelques photographies d'enseignes. Vous avez ici la photographie de l'enseigne Portologia à Paris. Alors, Portologia, initialement, c'est Vinologia, et c'est l'œuvre d'un Français, Jean-Philippe Duhart, qui arrive au Portugal fin des années 90 pour développer le catalogue Quell. En 2000, il se lance dans l'aventure Vinologia, et Vinologia, c'est en fait rien d'autre qu'un bar à vin qui va proposer des dégustations commentées de Porto de producteurs embouteilleurs. 2015, une quinzaine d'années plus tard, Julien Dos Santos, un franco-portugais, va reprendre l'affaire et va ouvrir, en plus de la boutique portugaise de Porto, à Paris en 2016, rue Chapon, près de la station Arrêt-Métier. Et on trouve dans sa boutique désormais non seulement des vins de Porto, on peut faire des dégustations d'accords mévins, mais aussi bien d'autres produits portugais, de la charcuterie, des fromages, du miel, des amandes, etc. Deuxième photographie d'enseigne, le repère de Bacchus. Cette cave, c'est la propriété de la Martiniquaise depuis 2009. Et donc, on y trouvera aussi, notamment, les Portos de la maison d'Alva et la Quinta de Ventoselo que vous dégusterez ce soir. Et le troisième vin que vous dégusterez ce soir, ce sera un vin de Porto Tony, 10 ans d'âge de la maison Ramos Pinto. Ce vin va pouvoir être trouvé chez le caviste Nicolas, parce que Ramos Pinto, qui est une maison de négoce fondée en 1880, elle a en réalité été rachetée en 1990 par les champagnes Roederer. Et comme vous le savez peut-être, Nicolas commercialise le champagne Roederer. Alors 2-3 mots sur ce Tony 10 ans d'âge de la maison Ramos Pinto. Alors le Tony, c'est la troisième grande catégorie de Porto. Vous avez ici des Portos qu'on vieillit plus ou moins longtemps dans de petits fûts de chêne, qui sont des pipages de 550 litres. Et vous avez des assemblages de lots différents qui ont ensuite été réalisés. Sur un 10 ans d'âge, ici, vous avez une moyenne d'assemblage du Porto qui va tourner autour de 10 ans d'âge. On est ici sur un Porto de type oxydatif, c'est-à-dire que ce Porto ne va pas vieillir en bouteille, mais contrairement au rubis, il va pouvoir se consommer plusieurs mois après l'ouverture de la bouteille. Alors au niveau de la couleur, vous verrez que ce Porto, il aura une robe de couleur assez ambrée. Au nez, vous aurez de très belles notes de caramel, de sucre chauffé. C'est vraiment une spécificité des Tonys. Et en bouche, vous allez retrouver ces notes de caramel, mais vous aurez également des notes de miel, d'épices, la cannelle notamment, entre autres. Avec les Tony 10 ans, encore plus avec le 20 ans, on se croit véritablement dans le bazar aux épices. Vous retrouverez également des notes de fruits secs. Et puis, pour les amateurs de rhum vieux notamment, vous pourrez noter au niveau des saveurs la question des notes de vanille. Alors au niveau des accords mévins, moi ce à quoi j'ai réfléchi ce soir, c'est de vous le faire déguster avec des pastéis de nata, qui sont ces flancs portugais avec une crème aux œufs, qui ont été développés du côté de Lisbonne dans les années 1830. Mais de manière générale, ce vin se mariera aussi très bien avec les desserts aux œufs, les desserts chocolatés, caramélisés, le pain perdu, alors bien sûr saupoudré de sucre et de cannelle, avec des viandes farcies aux fruits secs, tout ce qui est noix, sorbet à la noix, des pommes confites au beurre, ça peut être très bien aussi en accord mévin. Et puis tout simplement, je dirais, en digestif, vous aurez ici un très bon vin également. Ce vin, il provient de la Quinta de Arva Moira, qui a été acquis en 1974 par la maison Ramos Pinto. Et cette Quinta, elle aurait en fait pu disparaître
au tout début des années 90. Vous aviez un projet de barrage qui était réalisé par qui aurait été conçu par Électricité du Portugal, dans la vallée du Coa, et le lac de retenue devait en noyer les 150 hectares de vignes. Mais on a en 1994 la découverte de gravures rupestres qui datent de l'ère du Paléolithique dans la vallée du Coa, qui va fort heureusement stopper net le projet du barrage. Morale de l'histoire, la préhistoire était plus forte finalement que le rêve de boire du vin. Donc je vais terminer cette conférence par le menu. Vous allez donc déguster un Porto Blanc sec 10 ans d'âge de la maison, je vous ai dit, de la maison d'Alva, qui sera accompagné d'un jambon cru de montagne élaboré et affiné à violet, et d'un galet de Chartreuse, qui est un fromage de chèvre au lait cru, fabriqué en Savoie. Le Late Bottle Vintage proviendra de la Quinta de Ventosello. On va le marier avec un chocolat noir, 76% de la maison Marou, et d'un Stilton. Et le Porto Tony, enfin 10 ans d'âge, de la maison Ramos Pinto, je vais l'accompagner d'un pastel de nata qui est fabriqué à Paris par la maison Comme à Lisbonne. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à répondre à vos questions.